Bonjour à vous toutes et à vous tous. Moi, Claude Laferrière, je suis enseignant géopolitique et avocat. Nous sommes le 10 juin 2022. Je fais cette courte vidéo qui s'intitule La grande dérive. Je ne prévoyais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais avec ce que je viens de voir à la télévision, eh bien, je suis profondément interpellé. En fait, je viens de voir une parade de politiciens, tous partis politiques confondus, n'est-ce pas? S'attrister, pratiquement certains d'entre eux laissant couler quelques larmes, parce qu'ils n'ont pas pu adopter avant la fin de la session la loi sur les soins de fin de vie. Parce qu'évidemment, on veut l'élargir aux neuromoteurs, éventuellement peut-être l'élargir au cas de santé mentale, et finalement, le, le NEC plus ultra permet de l'élargir à tous ceux qui en font la demande. Évidemment, il n'est pas question qu'il vous divulgue la tangente complète du projet, mais on peut l'espérer parce que c'est dans cette direction que l'on regarde. La question, comment en sommes-nous arrivés là? On pourrait aussi se poser la question par rapport à l'avortement, sans limite, sans débat, et avec des interdictions de débat, voire même avec des interdictions de limites, qui font en sorte que seuls, par exemple, des candidats pro-choix peuvent se présenter pour certains partis politiques. Donc, en considérant l'euthanasie des personnes âgées et malades et souffrant de maladies chroniques, et, si vous voulez, la négation du droit à la vie pour l'embryon humain, eh bien, on peut se poser la question de la personne, de la question de l'inviolabilité de la personne. Est-ce que la personne existe toujours? C'est une question qu'on est en droit de se poser et quels sont les paramètres de la personne? Parce qu'il se produit des choses importantes. Par exemple, dans les dossiers des soins de fin de vie, nos législateurs, notre législateur tant que fédéral que provincial, omet de prendre en compte les pressions familiales par des membres proches de personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, eh bien, les pressions exercées autour des successions possibles. On parle ici, bien entendu, des héritages. On parle des actifs mobiliers, immobiliers dont une personne peut être propriétaire, mais dont la situation de santé la rend vulnérable. Une pression exercée par les enfants, par les collatéraux, une pression exercée par l'État, n'est-ce pas, qui vous dit, écoutez, vous avez le choix de la famille s'occupant bien sûr de vous donner la petite poussée vers le consentement, entre guillemets, libre et éclairé, bien entendu. Lorsque ce consentement est libre et éclairé, lorsqu'on est plus ou moins abandonné par sa famille dans l'isolement, ajouter à ça le contexte de la pandémie et lorsqu'on est visité, les membres de la famille restent silencieux, n'ont pas grand-chose à dire et ne s'intéressent pas vraiment à vous, donc c'est une présence neutre, indifférente, parfois même toxique, et qui fait en sorte qu'on vous incite graduellement à prendre la décision de finalement de vous auto-éliminer, mais de façon légale, de façon subtile, et non pas à la manière des SS des années 30 en Allemagne, mais c'est la famille qui fait le travail, n'est-ce pas? Mais malheureusement, bon nombre d'entre nous ne sont pas assez réveillés pour comprendre les manipulations derrière ça. Et pendant tout ce temps-là, personne ne parle des soins palliatifs et évidemment des questions aussi des soins à domicile. On met beaucoup l'accent dans les médias et au gouvernement pour
les soins de fin de vie, mourir dans la dignité, le beau projet du Parti québécois, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comment en sommes-nous arrivés là? Elle est là, la question. Puis, et c'est la même question, vous aussi, pour l'avortement, parce qu'on parle d'un avortement en 9 mois au Québec, là. Hein? Aux États-Unis, il y a même des gens près d'Hillary Clinton qui font, si vous voulez, préparent le terrain pour éventuellement, si vous voulez, le décès provoqué d'un jeune bébé qui pourrait présenter des difformités ou des problèmes de santé. Donc, on voit que même après la naissance, on veut instaurer un contrôle sur la personne par l'État en passant par les membres de la famille. Et elle est là maintenant la subtilité, autant pour ce qui est de l'avortement que de l'euthanasie. On on utilise des membres de la famille sympathiques à la cause du gouvernement pour faire avancer des dossiers d'ingénierie sociale, d'eugénisme, mais qui sont, quant au fond, des dossiers d'un État autoritaire, d'un État néolibéral devenu néofasciste avec les années. Et ce qui est au cœur de la grande question, c'est la question de l'inviolabilité de la personne et de la qualité du consentement libre et éclairé. En fait, est-ce que finalement l'inviolabilité de la personne humaine, n'est-elle pas au-dessus de ces considérations juridiques de consentement? Et voilà. Et là, on remonte pour comprendre les paramètres de cette dérive. Il faut remonter à la Révolution tranquille, avant la Révolution tranquille, et comprendre ce qui se passait dans le Québec catholique d'avant 1960, d'avant l'époque de Jean Lesage, René Lévesque, la nationalisation des petites entreprises d'électricité qui a créé Hydro-Québec, le démantèlement des collèges classiques, le démantèlement des hôpitaux qui étaient sous la gouverne de l'Église catholique, du réseau social qui était aussi sous la gouverne de l'Église catholique, et qu'on a tout transféré ça à l'État, au gouvernement, Comment et pourquoi? Eh bien, avant les années 60, c'était la dominance de l'Église catholique et du calendrier liturgique. On vivait au rythme des cérémonies, des célébrations, des sacrements, n'est-ce pas? La confession, commençons par le début, là, n'est-ce pas? La première communion, la confirmation pour les enfants. Ensuite, c'était la messe, l'Eucharistie, évidemment, précédée de la confession, le sacrement du mariage, c'était aussi l'extrême-onction pour les personnes défuntes, enfin sur le point de décéder, dis-je. Donc, on vivait dans un monde structuré en fonction d'un calendrier, si vous voulez, romain, mais aussi un calendrier liturgique de fêtes, de célébrations, Noël, Pâques, et ainsi de suite. Et chaque jour, on célébrait un saint. Bon. Et sur le plan, quant au fond, eh bien, tout ça reposait sur la Bible, n'est-ce pas? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouvait bien entendu l'histoire d'Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le drame de Caïn et Abel, Abraham et son fils, les 10 commandements donnés à Dieu, par Dieu, à Moïse sur le mont Sinaï, et évidemment, il y avait le veau d'or au pied du mont, et où les tribus d'Israël sombraient dans le débauche et le péché, littéralement. Ensuite, vous avez eu l'aventure de Jésus-Christ, le sermon sur la montagne, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et être capable de pardonner à ses ennemis, de présenter l'autre joue et non pas de chercher la vengeance. Autrement dit, contrairement à l'Ancien Testament où il y avait la loi du talion, eh bien là maintenant c'est la loi du Christ, c'est la loi du pardon. Dans l'Ancien Testament, les fameux 10 commandements, rapidement, là, quelques-uns,
C'était un seul Dieu, parce qu'il y avait évidemment à l'époque des sociétés polythéistes, un seul Dieu, honore ton père et ta mère, tu ne voleras point, tu ne tueras point, bon, et il y avait d'autres commandements, il y en avait 10 en tout. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait les commandements de l'Église, hein, qui visent à contrôler, si vous voulez, la colère, la gourmandise, la luxure, et enfin, il y avait les 7 commandements de l'Église. Donc, on vivait au Québec dans un monde, finalement, où on développait une conscience qui reposait sur la conscience du péché originel d'Adam et Ève, et que ce péché originel faisait en sorte qu'on avait des normes de conduite claires qui étaient intégrées dès la petite enfance grâce aux 900 numéros du Petit Catéchisme, qui répétait finalement ce qui était un peu dans l'Ancien Testament, dans l'Histoire sainte et dans le Nouveau Testament, et qui déterminait le comportement des personnes. C'est ce qui fait que si on commettait un péché véniel, comme par exemple la colère, la gourmandise ou la luxure même, là, eh bien, on pouvait simplement se confesser, ensuite à recevoir l'Eucharistie, ce qui nous mettait dans un état de grâce. Et c'était important d'être en état de grâce, c'est-à-dire d'être en harmonie avec la loi divine, parce qu'il y avait Dieu, un seul Dieu, et il fallait en quelque sorte se conformer à cette loi divine qui nous assurait le paradis à la fin de nos jours, ou en cas d'accident, de décès accidentel, on était certain d'aller au paradis. Donc cet état de grâce devait être maintenu. À défaut, eh bien, il y avait le prêtre, la confession avant la messe, ensuite la communion, on était en état de grâce, on s'était confessé, et à ce moment-là, on pouvait vivre normalement comme un bon chrétien. Et ce qu'il faut comprendre dans tout ceci, c'est que la personne était extrêmement importante parce qu'elle était à l'image de Dieu. Donc, on ne pouvait pas jouer avec la personne, et le consentement libre et éclairé était en fait un consentement libre et éclairé, mais dans le cadre, à l'intérieur des paramètres du christianisme. Donc, de tout ce que je viens de vous élaborer. Ça, c'était le Québec qui a été pendant 200, 300 ans depuis le début, un Québec qui existait sous l'autorité de l'Église catholique parce que nous avons été conquis par les Anglais. Louis XV nous a largués. Madame de Pompadour, le Québec des arpents de neige, ça ne l'intéressait pas. Elle, ce qu'elle voulait avoir, c'est la Martinique et la Guadeloupe. En 1763, le traité de Paris a confirmé cela. La France a cédé l'Amérique aux Anglais. Nous sommes tombés sous le régime britannique, mais les Britanniques étant une nation chrétienne et nous étant des chrétiens, eh bien, ça a donné lieu à l'acte de Québec qui a fait en sorte qu'on a pu préserver la foi catholique, la langue française par le biais de la coutume de Paris et des autres coutumes qui existaient et qui ont été transférées ici. Donc, on pouvait gérer nos affaires privées, surtout dans le domaine de l'agriculture, puisqu'on était finalement un peuple d'agriculteurs, et ou de petits métiers. Et à ce moment-là, on a pu préserver la tradition, par exemple, du notariat en droit, qui est une tradition civiliste latine. Et pendant que les Anglais, eux, vivaient principalement à Montréal et ensuite vers le Haut-Canada et vivaient à la façon des protestants avec la Bible dans l'anglicanisme. Et il y avait aussi des puritains, des presbytériens. Et après la Révolution américaine, bien entendu, beaucoup se sont déplacés vers le Haut-Canada, ce qui a formé l'Ontario. Bon, en tout cas, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais simplement pour vous dire que à une certaine époque, il y avait ce personnage fictif ou réel qui s'appelle Dieu et qui déterminait nos comportements autant chez les protestants que chez les catholiques. Chez les catholiques, on avait à ce moment-là un calendrier liturgique très précis, des sacrements, des rites à suivre,
une conscience individuelle encadrée par cette idée de l'état de grâce qui devait être maintenu si on voulait accéder au paradis. Sinon, bien, écoutez, c'était le purgatoire dans le cas des péchés véniels ou l'enfer dans le cas des péchés mortels. Donc, il y avait une structuration qui se faisait graduellement à partir de l'enfance, à partir de l'école primaire, jusqu'à l'âge adulte, ou rendu à l'adolescence, on pouvait par exemple choisir un cours scientifique, sciences-lettres ou cours classique. Et à ce moment-là, avec le cours classique, on avait accès à Philo 1, Philo 2, les 2 dernières années du cours classique, où on pouvait réfléchir sur les philosophes, la théologie, la pensée en général. En plus de préparer des études universitaires, généralement, c'était pour la prêtrise, le droit ou la médecine. Bon, c'était assez limité. Les sciences sociales sont arrivées par après, si vous voulez, comme un décalage de la théologie, de la philosophie, avec l'introduction des probabilités, etc., la sociologie, les sciences politiques, etc. Bon. Voilà. Donc ça, je viens de vous décrire un peu ce qui était le Québec d'alors. Donc, je reviens au collège classique, les 2 dernières années, Philo 1, Philo 2. Ce qui s'apprenait à l'époque, c'était des penseurs comme Jacques Maritain, Régis Jolivet, Gabriel Marcel et d'autres penseurs d'inspiration chrétienne, voire catholique. Et c'était la théologie, une théologie fondée finalement sur saint Thomas d'Aquin et les Grecs, les Latins aussi, comme Cicéron et d'autres, là. Donc, c'est une culture classique très riche et où l'apprentissage du grec ancien et du latin était très important. Avec la Révolution tranquille et la création des cégeps, eh bien là, on se défait, on se débarrasse de la culture classique pour introduire ce qu'on va appeler des Lumières, pour introduire la philosophie française, allemande. Parmi les auteurs préférés dans les cégeps, dans les cours de philosophie, bien, vous avez René Descartes, je pense, donc je suis, donc l'individualisme. Vous avez des penseurs plus empiriques comme David Hume du côté de l'Angleterre. Vous avez des penseurs politiques comme Thomas Hobbes, John Locke et Montesquieu. Vous avez Voltaire, évidemment, qui va être le meilleur défenseur de ce qu'on va appeler la liberté d'expression, freedom of speech, et qui va passer une partie de sa vie aussi en Angleterre, tout comme Montesquieu. Donc, à partir du 16e siècle, 15e, 16e, si vous voulez, on se distancie au Québec des penseurs du Moyen Âge, Thomas d'Aquin, et des Grecs pour focaliser, pour se concentrer sur des penseurs qu'on va appeler des Lumières, mais aussi des penseurs allemands. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'à partir des paramètres fixés par la France, avec Descartes, Montesquieu, Voltaire, etc., et des paramètres fixés en Angleterre avec Thomas Hobbes, Locke, David Hume, eh bien, on va cheminer tranquillement vers des penseurs allemands. Les Français et les Anglais, à leur manière, se sont dégagés d'une forme du christianisme. Et ce qui est intéressant, c'est un peu le phénomène Isaac Newton. C'est qu'Isaac Newton ne s'est jamais défini comme un physicien. Isaac Newton s'est toujours considéré comme un théologien, un alchimiste. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas beaucoup de Isaac Newton. Pourtant, ça a été le créateur de la physique, de la mécanique moderne, et la force égale la masse par l'accélération, la gravité, la loi de l'inertie, bien, tout ça, c'est lui. Les premières ébauches du calculus, du calcul différentiel et intégral, eh bien, pour lui, c'était un lien avec Dieu. Il se définissait d'abord et avant tout comme un théologien. Mais vous comprendrez que dans la dérive gauchiste qui commence en Angleterre avec les pragmatiques, les positivistes, et en France avec René Descartes, eh bien, tout ça, ça va pousser davantage pour maintenir finalement la distanciation par rapport à la théologie catholique, pas même par rapport à la théologie protestante de Calvin et Luther finalement, pour établir, si vous voulez, une laïcité.
une pensée laïque complètement dégagée de la religion. Et ça va se faire en Allemagne principalement. La France va suivre un peu avec Proudhon, Auguste Comte, mais la France de 1789 et la France de Bonaparte qui va suivre, et le retour de la monarchie, le retour de l'Empire, une instabilité politique et intellectuelle qui va faire en sorte que elle va devenir beaucoup moins intéressante, même si par ailleurs les Français vont produire leurs premières automobiles à peu près en même temps que euh, finalement les les Anglais ou les Allemands là, sur le plan de la mécanique et du chemin de fer en particulier. C'est à ça que je pensais. Donc, on va se retrouver avec un monde dégagé de Dieu, c'est le monde industriel, et évidemment qui va donner lieu à une paupérisation, à une sédentarisation, à la création des grandes villes. Et là, vous allez avoir des individus qui étaient habitués de vivre à la campagne dans un univers un peu onirique, n'est-ce pas, près de Dieu, près de la température, des récoltes, etc. Eh bien, on va vivre dans les villes, dans des endroits finalement souvent insalubres, avec des systèmes d'aqueduc déficients, dans des endroits surpeuplés, ce qui va créer des problèmes médicaux graves, un peu comme ça a été le cas au Moyen Âge dans certains endroits surpeuplés. Donc, la peste, certaines grandes maladies. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette mouvance-là en Europe, la Révolution tranquille, va l'importer ici. Donc, on va commencer dans les cégeps à enseigner des philosophes comme Emmanuel Kant, Hegel, et tranquillement, on va dériver vers Karl Marx, Friedrich Engels, Feuerbach, ou encore on va arriver avec Nietzsche. Et au final, bien, on va aboutir avec Martin Heidegger, Habermas, Gadamer. Et je rappelle que Martin Heidegger a été nommé recteur de l'Université de Berlin par Adolf Hitler. Donc, dans ce nouveau monde des Lumières appliquées, dans ce nouveau pragmatisme, ce nouveau monde qui a des origines en Angleterre avec les positivistes, les empiristes, n'est-ce pas, David Hume et suivants, et les penseurs, je vous dirais, plus politiques comme John Locke et Thomas Hobbes, eh bien, et en France, à partir de Descartes jusqu'à Auguste Comte, eh bien, tout ça, ça va se synthétiser, ça va s'amalgamer dans la philosophie allemande de Hegel, n'est-ce pas, de Marx, de Friedrich Engels, et à partir de Emmanuel Kant, qui lui va vraiment donner le ton. Donc, on se retrouve avec une pensée complètement dégagée de la théologie, qui n'a plus rien à voir avec la théologie, qui a développé son propre mode, son propre modus operandi, et c'est ce qu'on va implanter graduellement dans les cégeps, de façon très graduelle et subtile, pour finalement arriver à enseigner Nietzsche comme si c'était un grand philosophe, alors qu'il a fini cinglé là, dans une institution psychiatrique, on en parle peu. On parle peu aussi de Freud, qui beaucoup enseigné, mais qui était sur la cocaïne. Là. Voilà, Jung, Adler et ses disciples. Là. Eh bien, toute cette friture qui vient d'Allemagne ou d'Europe, eh bien, on l'adapte et on l'enseigne à nos enfants, ici à nos jeunes adultes dans les cégeps. Eh bien, tout ça, ça n'a plus rien à voir avec le christianisme, ça n'a plus rien à voir avec notre tradition. Et ça permet, en quelque sorte, au gouvernement Legault, par exemple, de passer une loi sur la laïcité, qui ne fait que confirmer un enseignement qui se fait au niveau des cégeps dans les cours de philosophie depuis des décennies, depuis la fin de la Révolution tranquille et qui s'est implanté graduellement. Rares aujourd'hui sont les professeurs de philosophie qui vont enseigner Henri Bergson, qui vont enseigner Gabriel Marcel, Jacques Maritain, qui vont enseigner la pensée chrétienne, quelle qu'elle soit, inspirée par Martin Luther, Jean Calvin ou peu importe. La pensée à l'heure actuelle est une pensée strictement laïque, germanique. Et cette pensée germanique,
est le fondement du nazisme. Là. Soyons clairs, là. Adolf Hitler, c'était son écrit Mein Kampf. C'est une connerie totale. C'est primaire et c'est un réquisitoire contre les Juifs. C'est tout ce que c'est. Mais on oublie de dire que Hitler, au sortir de la Première Guerre mondiale, il était devenu un informateur pour la Wehrmacht, autrement dit un informateur de police, autrement dit un stool, un snitch. Et lui, il tenait le gouvernement informé sur la mouvance marxiste en Allemagne. Là, on est dans les années 20, c'est avant qu'il soit incarcéré, avant le putsch de la brasserie. Et après le putsch de la brasserie, il va continuer son travail d'informateur. Eh bien, c'était important parce qu'en 1917, il y a eu une révolution en Russie et ce sont les contre-coups de cette révolution, les conséquences de cette révolution que l'Europe va subir parce que le complexe militaro-industriel, l'aristocratie allemande des Krupp, Siemens, Bass, A.J. Farber, les milliardaires, si vous voulez, allemands, qui sont des fabricants d'armes, eh bien, eux ont des dettes par rapport à des banques, souvent la propriété de juifs, donc ils vont en quelque sorte se servir de l'antisémitisme pour se dégager de leurs dettes et vont se servir de Hitler pour monter la population et créer, si vous voulez, un Reich. Donc, donc, c'est naïf de penser que Hitler a réussi son coup seulement avec la publication du Mein Kampf, qui était une cochonnerie totale, mais que dans la foulée de la tradition philosophique allemande, qui a servi à Bismarck en 1870 de déclarer la guerre à la France et de créer l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est une création politique récente. Avant 1870, c'était la Confédération germanique, qui était composée, bon, les grandes provinces, là, on pense la Bavière, la Saxe, n'est-ce pas, la Prusse, l'électorat du Hanovre, le Hesse, donc une série de provinces qui étaient relativement indépendantes. Ce qu'on avait aussi en Italie avant Garibaldi, qui a unifié des sortes de cités-États à l'italienne. Eh bien, en Allemagne, on a unifié ces provinces en 1870 sous l'autorité de Bismarck. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'une Wehrmacht, d'une armée allemande, créée à partir des provinces, et en particulier la Prusse, une armée vraiment prussienne, forte, et qui accorde beaucoup d'importance, si vous voulez, à cette idée de la dominance par la force inspirée de Nietzsche. Et d'ailleurs, les militaires, les soldats, lors de la Première Guerre mondiale, les soldats allemands avaient ainsi parlé Zarathustra dans leur havresac. Donc, la philosophie a vraiment servi de motivateur aux soldats allemands durant la Première Guerre mondiale. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce sera Martin Heidegger à la tête de l'Université de Berlin qui va être désigné comme un recteur et qui va pousser l'idée de l'Anschluss, c'est-à-dire de la réunification des populations allemandes en Europe, c'est-à-dire les personnes qui parlent la langue germanique, la langue de Goethe. Voilà. Et nous, ici au Québec, on a importé dans nos cégeps, dans nos cours de philosophie, cette culture germanique très prussienne, qui repose essentiellement sur la force, c'est-à-dire la victoire du plus fort. Et ça aussi, il y a il y a une racine en Angleterre qui provient du darwinisme, n'est-ce pas? Darwin, Galton, Spencer, Bagehot, ce sont des auteurs qui ont supporté cette idée du Englishman, n'est-ce pas? Le conquérant, hein? Le right of conquest, qui va devenir une des bases de la common law en matière internationale et du droit de la mer, qui est le fondement du droit international, n'est-ce pas? Donc, il y a une racine germanique et une racine anglaise à cette nouvelle laïcité qui repose sur l'expression de la force du plus fort. Donc, à ce moment-là, la société s'empile, si vous voulez, les couches s'empilent les unes par-dessus les autres et les personnes les plus vulnérables se retrouvent en bas.
et là, et on peut les écraser facilement. Ça explique ce cheminement à travers des décennies de réflexion philosophique et politique qui originent de l'Allemagne et de l'Angleterre et parfois de la France aussi avec Gobineau et d'autres, eh bien, on retrouve cette idée de l'État, de l'Aufklärung, qui gère la société en fonction des éléments les plus forts. Donc, autrement dit, qui gère en fonction de ceux qui peuvent réagir et qui ont l'énergie, donc une société pour les jeunes, et où les vieux n'ont plus leur place, contrairement aux sociétés patriarcales d'autrefois qu'on pouvait retrouver en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, et où les vieux étaient très respectés et finalement étaient les leaders de la société. Dans ce nouveau monde anglo-germanique, eh bien, ce qu'on retrouve à l'heure actuelle, et ça c'est assez intéressant, parce qu'il y a une partie de la société, enfin, certains intellectuels ont bien identifié ce qu'on appelle le suprémacisme blanc. Ce suprémacisme blanc, ben, il existe. Il trouve ses racines dans la tradition britannique des auteurs que je viens de vous nommer et dans la tradition allemande, c'est-à-dire une tradition fondamentalement raciste et qui ostracise toutes les personnes vulnérables, pas seulement les personnes de couleur, mais les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes malades, et qui vise essentiellement à ouvrir la porte à ceux qui ont l'énergie forte. Ce qui ressemble à s'y méprendre, si vous voulez, au programme Action, AKTION, mis en place par Hitler pour se débarrasser des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale ou des personnes qui étaient, si vous voulez, détenues, incarcérées dans des asiles en Allemagne, de façon à les euthanasier. Bon. Ici, bien entendu, on n'est pas rendu à ce point-là. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on laisse aux familles, aux individus vulnérables, le soin de décider. Mais quand on est rendu vulnérable, c'est la famille autour qui déçoit, qui décide et qui déçoit, par ailleurs. Donc, et qui influence la personne vulnérable. Et la personne vulnérable, elle est isolée, elle se sent de trop, elle n'a plus de communication, on la pousse au désespoir. Et là, elle demande l'aide médicale à mourir. Même chose dans les dossiers de l'avortement, plutôt que d'aider les jeunes femmes aux prises avec des situations difficiles, eh bien, on leur dit, écoutez, il y a un médecin qui va pratiquer un avortement, il n'y a pas de loi au Canada, donc, mais rendu à 8 mois, c'est pas grave, on va s'organiser, et voilà. C'est là qu'on est rendu présentement. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ça, là, l'avortement, l'euthanasie, ajoutons à cela la légalisation des drogues dures. On en parle, hein, au mois de juin 2022. On parle de légaliser les drogues dures, de les décriminaliser. Ça, c'est le premier pas vers la légalisation et la commercialisation de la cocaïne, de l'héroïne, etc. C'est vers ça qu'on s'en va. OK? À Vancouver, c'est commencé. On veut commencer à Montréal, décriminaliser la possession de cocaïne, d'héroïne, tellement le problème est grave, tellement on l'a créé le problème en raison de décisions des tribunaux, la décision Smith des années 90 qui a aboli le minimum de 7 ans pour importation, Stinchcombe, Brown et autres décisions, Jordan. Bon, OK, donc il y a des paramètres très clairs qui mènent à la légalisation des drogues, de toutes les drogues, la légalisation de la prostitution et du proxénétisme, parce qu'il va falloir les protéger, puis c'est pas la police qui va protéger les femmes qui font de la prostitution, hein? C'est pas la police. Ils en ont trop à faire, ils en ont assez sur les bras, là. Donc, ça va être des agences de sécurité créées par des organisations criminelles qui vont devenir des organisations légitimes, chargées de la protection des prostituées, comme ça se fait à Amsterdam, dans le quartier rouge, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, on se dirige vers, si vous voulez, c'est une dérive complète par rapport à la personne humaine, à l'inviolabilité de la personne humaine, qui n'est plus fait à l'image de Dieu.
mais qui est simplement une personne laïque, une chose, un morceau dans une mécanique, dans une ingénierie sociale purement économique, et qui vise en quelque sorte à permettre à l'État d'assumer ses dépenses de programme en taxant au maximum les citoyens et en leur faisant prendre conscience que plus vite ils disparaissent, moins à ce moment-là ils cessent d'être un fardeau pour l'État, et afin de réduire les salaires et les revenus de la classe moyenne, de façon, si vous voulez, à se débarrasser de la classe moyenne, eh bien, ajouter à ça une immigration massive, ce qui permet d'offrir des salaires dérisoires sur des corps de travail dans des environnements difficiles. Donc, à ce moment-là, vous avez le pactole complet pour ce qu'on va appeler un grand remplacement. Donc, l'avortement, l'euthanasie, légalisation des drogues, n'est-ce pas? Légalisation de la prostitution, immigration massive. Vous avez le scénario complet du grand remplacement. Évidemment, il y a d'autres moyens d'opération qui ont été utilisés. On l'a vu avec la COVID, on l'a vu avec le vaccin, la numérisation, le passeport vaccinal, la 5G, le crédit social et finalement la reconnaissance faciale. Donc, vous avez un État super puissant qui réussit à contrôler sa démographie aux deux extrémités, au moment de la naissance et vers la fin. Et pour faire cela, il fallait absolument éliminer cette idée que la personne humaine était à l'image de Dieu, que la personne humaine avait une conscience individuelle et un cheminement vers le paradis, le purgatoire ou l'enfer. Donc, se débarrasser de la religion, laïciser tout ça, de façon à ce que l'être humain devienne un morceau dans une machine, un esclave complet, au service de l'Aufklärung, au service du Führer, au service du Reich, de la communauté. Donc, on peut comprendre qu'au départ, l'intention néolibérale était bonne, n'est-ce pas? Le consentement libre et volontaire de chaque individu. Sauf que ce consentement a été cédé à l'État en raison de programmes, en raison de pression économique très difficile contre les individus, en raison de ce que Marx va appeler à juste titre d'ailleurs la lutte des classes, qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec une classe de personnes déclassées dans la société, une classe de personnes surtaxées, la classe moyenne, et des gens qui sont très riches et qui sont dans les paradis fiscaux à l'extérieur du territoire et qui, avec les oligarques, tirent les ficelles de la tyrannie. Donc, et à ce moment-là, ce qui est très important, c'est de se débarrasser de Dieu. C'est lui le problème. Et ça, au cours des dernières décennies, le système d'éducation et le système politique maintenant, avec la loi sur la laïcité, l'arrachement du crucifix, a réussi son œuvre. Et là maintenant, nous en subissons, nous en pâtissons les conséquences, lesquelles sont terribles. Voilà. Là-dessus, je termine cette vidéo. Je vous invite à commenter, à aimer ou à ne pas aimer. Généralement, je réponds aux commentaires. Vous pouvez partager. Cette vidéo s'intitule « La Grande Dérive ». J'avais pensé à d'autres titres. Mais je pense qu'avec ce qui s'est produit aujourd'hui de la part de nos politiciens professionnels devant les caméras, il fallait absolument que je prenne position. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et n'hésitez pas à partager. À la prochaine.